Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 8. Personne n'avait demandé d'aide. Ça, c'était déjà contrariant, mais le pire, c'est qu'on aurait même dit que personne n'avait eu besoin d'aide. Et ça, c'était un problème. Les autres étaient simplement restés là, à parler, manger ou regarder en l'air pendant que leurs parents papotaient. Aussi étrange que cela paraisse, personne ne s'était assis pour lire un livre, et par conséquent, il n'y avait eu personne à côté de qui s'asseoir pour lire le sien. Même après qu'elle ait pris l'audacieuse initiative de s'asseoir et de continuer sa troisième lecture de l'histoire de Poudlard, personne n'avait semblé enclin à venir s'asseoir à côté d'elle. Elle proposait assez naturellement son aide aux autres, que ce soit pour faire leurs devoirs ou pour quoi que ce soit d'autre, mais en dehors de ça, elle ne savait pas vraiment comment entrer en contact avec les gens. Elle ne se trouvait pas particulièrement timide, se voyait plutôt comme le genre de fille qui prend les choses en main. Pourtant, malgré cela, sans une demande du genre « Je n'arrive pas à me souvenir comment on fait une division », c'était tout simplement trop embarrassant d'aller voir quelqu'un et de lui dire… De lui dire quoi? Elle n'avait jamais su quoi. Il n'y avait aucune fiche d'information standard à ce sujet, ce qui semblait tout bonnement ridicule. Toutes ces histoires au sujet de rencontrer des gens ne lui avaient jamais paru très sensées. Pourquoi était-ce à elle d'endosser toute la responsabilité alors qu'il y avait deux personnes impliquées? Et pourquoi les adultes ne l'aidaient-ils jamais? Elle aurait aimé qu'une autre fille se présente à elle en disant « Hermione, le professeur m'a dit d'être ton amie. » Mais soyons clairs. Hermione Granger, assise seule au premier jour d'école dans un des compartiments laissés vides dans la dernière voiture du train, avec la porte du compartiment ouverte juste au cas où quelqu'un aurait une raison de vouloir lui parler. Hermione n'était pas triste, solitaire, mélancolique, déprimée, désespérée ou même obsédée par ses problèmes. Non. Elle lisait l'histoire de Poudlard pour la troisième fois et trouvait cela plutôt agréable. Mais il restait en arrière-plan dans ses pensées une nuance de contrariété envers la déraison générale du monde. On entendit la porte donnant sur le wagon précédent s'ouvrir, puis un bruit de pas et un étrange bruit de glissement venant du couloir. Hermione mit l'histoire de Poudlard de côté, se leva, pencha sa tête dans le couloir, juste au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide, et elle vit un jeune garçon habillé d'une robe de sorcier. Il devait être en première ou en deuxième année, vu sa taille, et il avait l'air passablement idiot avec son écharpe enroulée autour de la tête. Il frappa à la porte fermée d'un compartiment et dit « Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous poser une petite question ?» Elle n'entendit pas la réponse venue de l'intérieur du compartiment, mais après que le garçon ait ouvert la porte, elle crut l'entendre dire, ou peut-être qu'elle avait mal compris, est-ce que l'un de vous connaît le nom des 6 quarks ou l'endroit où je peux trouver une élève de première année nommée Hermione Granger ?» Hermione attendit que le garçon eût fermé la porte du compartiment et dit « Je peux t'aider ?» Le visage encharpé se tourna vers elle, et la voix répondit « Seulement si tu connais le nom des 6 quarks ou si tu sais où je peux trouver une fille nommée Hermione Granger. » Up, down, strange, charm, beauty et truth. Pourquoi cherches-tu une fille nommée Hermione Granger? C'était dur à dire à cette distance, mais elle pensa voir le garçon faire comme un grand sourire sous son écharpe. Ah, alors voici la fille de première année nommée Hermione Granger. Et dans le Poudlard Express avec ça. Le garçon se faufila dans le compartiment, sa malle serpentant derrière lui. Techniquement, je suis seulement censé te chercher, mais il est probable que je doive aussi te parler, t'inviter à rejoindre mon groupe ou obtenir de toi un objet magique important, ou de découvrir que Poudlard a été construite sur les ruines d'un ancien temple, ou quelque chose comme ça. Joueuse ou PNJ, telle est la question. Hermione ouvrit la bouche pour répondre, mais elle ne pouvait pas imaginer quelle réponse il était possible de donner à quoi que ce soit de ce qu'elle venait d'entendre. Pendant ce temps, le garçon avait balayé du regard le compartiment, hoché la tête d'un air satisfait et s'était assis sur le banc vide en face du sien. Sa malle se faufila pour le rejoindre, ne bousculant presque pas Hermione, se glissa sous le banc, puis gonfla jusqu'à tripler presque de volume, avant de se blottir contre celle d'Hermione d'une façon étrangement troublante. « Assieds-toi, je t'en prie, » dit le garçon. « Ferme la porte derrière toi si tu veux bien. Ne t'en fais pas, je ne mords personne qui ne m'ait pas mordu avant. » Il enlevait déjà l'écharpe d'autour de sa tête. Le seul fait que le garçon ait suggéré qu'elle puisse avoir peur de lui suffit à lui faire fermer la porte d'un geste plus violent qu'elle ne l'aurait voulu. Elle fit un demi-tour et vit un visage doté d'yeux verts brillants et rieurs, ainsi qu'une cicatrice rouge-noire à l'air colérique gravée sur son front. Ça lui rappelait vaguement quelque chose, mais elle avait d'autres soucis pour le moment. « Je n'ai pas dit que j'étais Hermione Granger. » « Je n'ai pas dit que tu avais dit que tu étais Hermione Granger. J'ai juste dit que tu étais Hermione Granger. Si tu veux savoir comment je le sais, c'est parce que je sais tout. Bonsoir, mesdames, messieurs, mon nom est Harry James Potter Evansver, ou Harry Potter pour faire plus court.
Je sais que pour cette fois, ça ne te dira rien, mais... Le cerveau d'Hermione fit enfin le rapprochement, la cicatrice sur le front, la forme en éclair. Harry Potter! Tu es dans Histoire de la magie moderne, grandeur et décadence de la magie noire, et dans les grands événements de la sorcellerie du XXe siècle. À vrai dire, c'était la première fois de sa vie qu'elle rencontrait quelqu'un qui se trouvait dans un livre. C'était une sensation plutôt bizarre. Le garçon cligna 3 fois des yeux. Je suis dans des livres? Attends, bien sûr que je suis dans des livres. Réfléchis un peu, Harry. Allons, tu ne le savais pas? Dit Hermione. J'aurais appris tout ce que je pouvais à mon sujet si ça avait été moi. Le garçon répondit d'une manière assez sèche. Mademoiselle Hermione Granger, il s'est écoulé moins de 72 heures depuis que je suis allé au chemin de traverse et que j'ai découvert pourquoi j'étais renommé et à quel point. J'ai passé les 2 derniers jours à acheter des livres scientifiques. Crois-moi, je compte apprendre tout ce que je peux à ce sujet. Puis le garçon hésita. Que disent les livres à mon sujet? L'esprit d'Hermione Granger fit un retour dans le temps. Elle ne s'était pas rendu compte qu'elle allait être testée sur ces livres et ne les avait donc lus qu'une seule fois. Mais c'était il y a moins d'un mois, donc le contenu était encore frais dans sa tête. Tu es le seul à avoir jamais survécu au sortilège de la mort. Tu es donc appelé le survivant, ou parfois le garçon qui a survécu. Tu es l'enfant de James Potter et Lily Potter, anciennement Lily Evans. Tu es né le 31 juillet 1980. Le 31 octobre 1981, le Seigneur des Ténèbres, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, a attaqué ta maison, bien que je ne sache pas précisément pourquoi. L'emplacement lui avait été révélé par Sirius Black, mais ils n'ont pas non plus précisé comment ils savaient que c'était lui. Tu as été retrouvé en vie avec une cicatrice sur ton front dans les ruines de la maison de tes parents, pas loin des restes calcinés du corps de tu sais qui. Le président du Majamago, Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore, t'a envoyé quelque part, personne ne sait où. Dans Grandeur et décadence de la magie noire, il prétend que tu as survécu grâce à l'amour de ta mère et que ta cicatrice contient tous les pouvoirs du Seigneur des Ténèbres, et également que les centaures ont peur de toi. Mais grands événements de la sorcellerie du XXe siècle ne mentionnent rien de tel, et l'histoire moderne de la magie prévient qu'il existe beaucoup de théories fumeuses à ton sujet. La bouche du garçon pendait béate. T'a-t-on dit d'attendre Harry Potter dans le train vers Poudlard ou quelque chose de ce genre? Non, dit Hermione. Qui t'a parlé de moi? Le professeur McGonagall, et je crois que je commence à comprendre pourquoi. Hermione, tu as une mémoire éidétique? Hermione secoua la tête. Elle n'est pas photographique. J'ai toujours rêvé qu'elle le soit, mais j'ai dû lire mes manuels 5 fois avant de les avoir tous mémorisés. Vraiment? Dit le garçon d'une voix subtilement étranglée. J'espère que ça ne te dérange pas si je teste ça. Oh, pas que je ne te crois pas, mais comme on dit, faire confiance c'est bien, vérifier c'est mieux. Et puis, pas la peine que je m'interroge si je peux juste faire une expérience. Hermione sourit, l'air plutôt contente d'elle-même. Elle adorait les tests. Vas-y. Le garçon mit une main dans sa bourse, celle qu'il portait au côté, et dit Dosage et potion magique par Arsenius Jigger. Lorsqu'il retira sa main, il tenait le livre qu'il avait nommé. Instantanément, Hermione voulut posséder l'une de ses bourses plus qu'elle n'avait jamais rien désiré de sa vie. Le garçon ouvrit le livre quelque part au milieu et lut Si tu faisais de l'huile de perspicacité. Je peux voir la page d'ici, tu sais. Le garçon inclina le livre pour qu'elle ne puisse plus voir et tourna à nouveau les pages. Si tu préparais une potion d'escalade d'araignée, quel serait l'ingrédient à ajouter après la soie d'acromantule? Après avoir versé la soie, attendre jusqu'à ce que la potion ait pris exactement la teinte du ciel d'aube sans nuages à 8 degrés de l'horizon et 8 minutes avant que le haut du soleil ne devienne visible. Tourner 8 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis une fois dans le sens horlogique, et ajouter 8 gouttes de crotte de nez de licorne. Le garçon referma le livre d'un bruit sec et le remit dans sa bourse qu'il avala avec un bruit de petit rot. Bien, 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 bien. Je voudrais vous faire une proposition, mademoiselle Granger. Une proposition? Dit Hermione avec méfiance. Les filles ne devaient pas entendre ce genre de choses. C'est aussi à ce moment que Hermione se rendit compte d'un autre détail, enfin l'un des nombreux détails étranges chez ce garçon. Apparemment, les gens dont parlent les livres parlent eux-mêmes comme des livres. C'était une découverte pour le moins surprenante. Le garçon mit la main dans sa bourse et dit « Canette de soda ». Il récupéra un cylindre vert fluo qu'il lui tendit et dit « Je peux t'offrir quelque chose à boire ?» Hermione accepta le soda poliment. À vrai dire, elle se sentait un peu assoiffée à présent. « Merci beaucoup » dit Hermione, alors qu'elle décapsulait la canette. « C'était ça ta proposition ?» Le garçon toussota. « Non. » Et juste quand Hermione commençait à boire, il dit « Je voudrais que tu m'aides à conquérir l'univers. » Hermione finit de boire et rabaissa sa canette.
Non merci, je ne suis pas maléfique. Le garçon la regarda avec surprise, comme s'il s'était attendu à une autre réponse. Eh bien, je parlais un peu rhétoriquement, dit-il, au sens baconien du terme, tu sais, pas au pouvoir politique. La mise en application de toutes choses possibles, et ainsi de suite. Je veux conduire des études expérimentales et généralisées sur les sortilèges, comprendre les lois sous-jacentes, amener la magie dans le domaine de la science, fusionner les mondes magiques et moldus et élever le niveau de vie de toute la planète, faire avancer l'humanité de plusieurs siècles, découvrir le secret de l'immortalité, coloniser le système solaire, explorer la galaxie et, le plus important, comprendre ce qui peut bien diable se passer ici parce que tout ça est absolument impossible. Ça avait eu l'air un peu plus intéressant. Et le garçon la regarda avec incrédulité. Et ce n'est pas assez? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Dit Hermione. Je veux que tu m'aides dans mes recherches, bien sûr. Avec ta mémoire encyclopédique, ajoutée à mon intelligence et à ma rationalité, nous aurons fini le projet baconien en un rien de temps. Enfin, par un rien de temps, je veux dire probablement au moins 35 ans. Hermione commençait à trouver ce garçon agaçant. Je ne t'ai rien vu faire d'intelligent. Peut-être que je te laisserai m'aider dans mes recherches. Il y eut un moment de silence dans le compartiment. Tu me demandes de démontrer mon intelligence, donc, dit le garçon après une longue pause. Hermione acquiesça. Je préfère te prévenir. Mettre au défi mon ingéniosité n'est pas sans risque. Ça pourrait rendre ta vie beaucoup plus surréaliste que tu ne le souhaites. Je ne suis toujours pas impressionné, dit Hermione. La main contenant la canette de soda s'éleva de nouveau vers ses lèvres. Bon, peut-être que ceci t'impressionnera, dit le garçon. Il se pencha en avant et la regarda avec intensité. J'ai déjà fait quelques expériences et je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de baguette. Je peux faire se produire tout ce que je veux rien qu'en claquant des doigts. Il dit cela juste au moment où Hermione était sur le point de déglutir, et elle s'étouffa, toussa et expulsa le liquide vert fluo. En plein sur ses robes de sorcière neuve, jamais portées, et le premier jour d'école. Hermione cria vraiment. C'était un cri aigu qui, dans le compartiment fermé, ressemblait à une sirène de raid aérien. « Ah, mes vêtements !»« Pas de panique, dit le garçon. Je peux t'arranger ça. Regarde. » Il leva une main et claqua des doigts. « Mais tu vas... » Puis elle baissa les yeux. Le liquide vert était encore là, mais alors même qu'elle le regardait, il commença à disparaître, à s'effacer. Et en seulement quelques instants, c'était comme si elle ne s'était jamais rien renversé dessus. Hermione fixa le garçon, qui arborait à présent un sourire plutôt satisfait. Un sortilège informulé, et sans baguette, à son âge, alors qu'il n'avait eu ses manuels que 3 jours auparavant. Puis elle se souvint de ce qu'elle avait lu, hoqueta et s'écarta de lui. Tout le pouvoir du Seigneur des Ténèbres dans sa cicatrice. Elle se leva hâtivement. J'ai besoin d'aller au lavabo. Attends ici. Il fallait qu'elle trouve un adulte pour le leur dire. Le sourire du garçon disparut. C'était juste un tour de magie, Hermione. Un tour de passe-passe. Sa main s'arrêta sur la poignée de la porte. Un tour? Oui, dit le garçon, en quelque sorte, avec un truc, tout ça. Tu m'as demandé de démontrer mon intelligence. Faire quelque chose d'apparemment impossible est toujours une bonne manière de frimer. Je ne peux pas vraiment faire tout ce que je veux rien qu'en claquant des doigts. Enfin, je le pense. Je n'ai pas vraiment essayé. Le garçon leva la main et claqua de nouveau des doigts. Non, pas de banane. Hermione était plus confuse qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Le garçon souriait maintenant à nouveau à la vue de l'expression d'Hermione. Je t'avais prévenu, mettre mon ingéniosité en doute tend à rendre ta vie surréaliste. Souviens-toi bien de ça la prochaine fois que je te préviens à propos de quelque chose. Mais, bégaya Hermione, mais qu'est-ce que tu as fait alors? Le regard du garçon sembla mesurer et peser comme elle ne l'avait jamais vu chez quelqu'un de son âge. Tu penses que tu as ce qu'il faut pour être une scientifique à toi toute seule, avec ou sans mon aide. Alors, voyons comment tu enquêtes sur un phénomène déroutant. L'esprit d'Hermione devint vide pendant un instant. Elle aimait être testée, mais elle n'avait jamais eu un tel test auparavant. Elle essaya frénétiquement de se souvenir de tout ce qu'elle avait lu au sujet des scientifiques et de ce qu'ils étaient censés faire. Son cerveau passa des vitesses, fit vrombir ses rouages, cracha les instructions nécessaires à la réalisation d'un projet scientifique pour une fête de l'école primaire. Étape 1, former une hypothèse. Étape 2, faire une expérience pour tester l'hypothèse. Étape 3, effectuer des mesures. Étape 4, faire un panneau qui présente les résultats. L'étape 1 était de former une hypothèse, ce qui voulait dire essayer de penser à quelque chose qui aurait pu avoir lieu
juste à l'instant. Très bien. Mon hypothèse est que tu peux jeter un sort sur mes robes pour faire disparaître tout ce qui a été renversé. Très bien. Est-ce que c'est ta réponse? Le choc se dissipait. L'esprit d'Hermione commençait à fonctionner correctement. Attends, ce n'est pas une très bonne idée. Je ne t'ai pas vu toucher ta baguette, ni dire le moindre sort. Alors, comment aurais-tu pu en jeter un? Le garçon attendit avec une expression neutre. Mais suppose que toutes les robes du magasin aient déjà un sortilège pour les garder propres. Ce serait plutôt pratique à avoir. Tu as découvert cela en renversant quelque chose sur toi plus tôt. Les sourcils du garçon s'élevèrent. Est-ce que c'est ta réponse? Non, je n'ai pas fait l'étape de faire une expérience pour tester l'hypothèse. Le garçon ferma à nouveau la bouche et commença à sourire. Hermione regarda la canette de soda qui se trouvait dans sa main. Elle soupesa et sentit qu'elle était encore pleine environ à un tiers. Bon, dit Hermione, l'expérience que je veux faire est d'en verser sur ma robe pour voir ce qui se passe, et ma prédiction est que la tache disparaîtra. Seulement si ça ne marche pas, ma robe sera tachée, je n'ai pas envie que ça se produise. Eh bien, fais-le sur la mienne, dit le garçon. Comme ça tu n'as pas à t'inquiéter pour ta robe. Mais, dit Hermione, il y avait quelque chose qui clochait avec cette façon de penser, mais elle ne savait pas comment le formuler précisément. J'ai des robes de rechange dans ma malle, dit le garçon. Mais tu n'as nulle part où te changer, objecta Hermione. Puis elle révisa son opinion. Oh, bien, je suppose que je pourrais sortir et fermer la porte. Non, j'ai aussi un endroit où me changer dans ma malle. Hermione regarda la malle, qui, elle commençait à le soupçonner, était beaucoup plus spéciale que la sienne. Très bien, dit Hermione, puisque tu le dis. Et elle versa délicatement un peu de soda vert sur un des coins de la robe du garçon. Puis, elle fixa la tache du regard, essayant de se rappeler combien de temps le soda d'origine avait mis à disparaître. Et le soda disparut. Hermione poussa un soupir de soulagement, pas qu'un peu, parce que ça voulait dire qu'elle n'avait pas affaire à tous les pouvoirs du Seigneur des Ténèbres. Eh bien, l'étape 3 était de mesurer les résultats, mais dans ce cas, ça consistait juste à voir que le soda avait disparu, et elle supposait qu'on pouvait probablement sauter l'étape 4 de faire une affiche en carton. Ma réponse est que les robes sont ensorcelées pour les garder propres. Pas tout à fait, dit le garçon. Hermione sentit une pointe de déception. Elle aurait vraiment aimé ne pas la ressentir. Le garçon n'était pas un enseignant, mais c'était quand même un test, et elle avait mal répondu à une question, et ça lui faisait toujours l'effet d'un petit coup de poing dans l'estomac. Malgré ça, elle continuait à avoir envie qu'on la mette à l'épreuve. Cette sensation désagréable ne pouvait ni l'empêcher, ni même interférer avec cette envie. Ce qui, soit dit en passant, constitue la meilleure définition de la personnalité d'Hermione Granger que vous puissiez jamais avoir. Ce qui est triste, dit le garçon, c'est que tu as probablement suivi à la lettre la méthode de ton livre. Tu as fait une prédiction qui distinguerait entre une robe ensorcelée et une robe non ensorcelée, et tu l'as testée. Tu as rejeté l'hypothèse nulle, à savoir que la robe n'était pas ensorcelée. Mais, à moins de lire des livres nettement plus rares et aussi nettement meilleurs, aucun livre ne peut t'apprendre à faire de la science correctement. Je veux dire, assez bien pour vraiment trouver la bonne réponse, pas juste pondre une publication de plus comme celle dont papa se plaint toujours. Alors, laisse-moi essayer de t'expliquer. Je ne te donnerai pas la réponse. Laisse-moi essayer de t'expliquer ce que tu as mal fait cette fois, et puis je te donnerai une autre chance. Le ton si supérieur du garçon commençait à l'agacer sérieusement. Il n'était qu'un autre enfant de 11 ans comme elle, après tout, mais c'était moins important que de découvrir pourquoi elle s'était trompée. Très bien. L'expression du garçon devint plus intense. C'est un jeu basé sur une expérience connue, nommé l'exercice 2-4-6. Voici comment ça se déroule. J'ai une règle, je la connais, mais toi, elle t'est inconnue. Et certains triplets de nombres suivent cette règle, d'autres pas. 2-4-6 est un exemple de triplet qui suit la règle. En fait, non. Pour être sûr, je vais l'écrire sur un papier que tu garderas plié dans ta poche. Comme ça, c'est la preuve que la règle est fixe. Ne regarde pas, s'il te plaît. J'ai déjà compris que tu savais lire à l'envers tout à l'heure. Le garçon mit sa main dans sa bourse et dit « papier », puis « porte-mine ». Et Hermione plissa fermement les yeux pendant qu'il écrivait. « Voilà, dit le garçon. Il tenait une pièce de papier pliée, serrée dans sa main. « Mets ça dans ta poche. » Et elle s'exécuta. « Maintenant, voici la façon dont le jeu fonctionne, dit le garçon. Tu me donnes un triplet de 3 nombres, et je te dis oui si les 3 nombres correspondent à la règle. Je te dis non s'ils ne correspondent pas. Je suis la nature, la règle est une de mes lois, et tu m'étudies. Tu sais déjà que 2, 4, 6 donne un oui. Une fois que tu as effectué tous les tests supplémentaires que tu le souhaites, que tu m'as soumis autant de triplets que tu le juges nécessaire,
Tu t'arrêtes et tu devines la règle. Là, tu peux déplier la feuille et voir si tu as réussi. Tu comprends le jeu? Bien sûr que je comprends, dit Hermione. Vas-y. 4, 6, 8, dit Hermione. Oui, dit le garçon. 10, 12, 14, dit Hermione. Oui, dit le garçon. Hermione essaya de faire dériver son esprit un peu plus loin, puisqu'il semblait qu'elle avait fait tous les tests nécessaires, et pourtant ça ne pouvait pas être aussi facile. 1, 3, 5. Oui. Moins 3, moins 1, plus 1. Oui. Hermione était à court d'idées. La règle est que les nombres doivent augmenter de 2 à chaque fois. Maintenant, suppose que je te dise, dit le garçon, que ce test est plus dur qu'il n'y paraît, et que seuls 20% des adultes le réussissent. Hermione fronça les sourcils. Qu'avait-elle manqué? Puis elle pensa à un test qu'elle n'avait pas encore eu besoin de faire. 2, 5, 8, dit-elle triomphante. Oui. 10, 20, 30. Oui. La réponse, la vraie réponse, est que les nombres doivent augmenter de la même quantité à chaque fois. Ça n'a pas besoin d'être 2. Très bien, dit le garçon. Prends le papier et regarde si tu as réussi. Hermione prit le papier hors de sa poche et le déplia. 3 nombres réels en ordre croissant, du plus petit au plus grand. La mâchoire d'Hermione s'affaissa. Elle avait la nette sensation qu'une terrible injustice venait d'être commise à son encontre, que le garçon était un sale tricheur doublé d'un menteur répugnant. Mais lorsqu'elle chercha dans ses souvenirs, elle ne put trouver une seule mauvaise réponse parmi celles qu'elle avait données. « Ce que tu viens de découvrir est appelé le biais de confirmation, » dit le garçon. « Tu avais une règle en tête et tu as continué à penser à des triplets qui feraient dire oui à cette règle, mais tu n'as jamais essayé de tester des triplets qui feraient dire non à la règle. En fait, tu n'as pas obtenu un seul non. Donc, 3 nombres, n'importe lesquels, auraient tout aussi bien pu être la règle. C'est comme quand les gens imaginent des expériences qui pourraient confirmer leurs hypothèses, au lieu d'essayer d'imaginer des expériences qui pourraient les falsifier. Ce n'est pas exactement la même erreur, mais presque. Tu dois apprendre à regarder le côté négatif des choses, regarder le côté obscur. Lorsque cette expérience est réalisée, seuls 20% des adultes trouvent la bonne réponse. Et nombreux sont ceux parmi les autres qui inventent des hypothèses fantastiquement compliquées et accordent beaucoup de confiance à leurs mauvaises réponses, puisqu'ils ont fait beaucoup d'expériences et que tout s'est déroulé comme ils s'y attendaient. Maintenant, dit le garçon, veux-tu essayer de t'attaquer à nouveau au problème initial? Ses yeux étaient très attentifs à présent, comme si c'était là le vrai test. Hermione ferma les yeux et essaya de se concentrer. Elle transpirait sous ses robes. Elle avait l'étrange impression qu'on ne lui avait jamais demandé de réfléchir aussi dur pour un test, ou peut-être même que c'était la première fois qu'on lui avait jamais demandé de réfléchir pour un test. Quelle autre expérience pouvait-elle réaliser? Elle avait une choco-grenouille, elle pourrait essayer de la frotter un peu sur sa robe, voir si ça disparaissait, mais ça ne ressemblait toujours pas à la façon de penser tordue et négative que le garçon demandait d'elle. Comme si elle demandait toujours un oui si la tache de choco-grenouille disparaissait, alors qu'elle aurait dû demander un non. Donc, selon son hypothèse, quand est-ce que le soda devrait ne pas disparaître? J'ai une expérience à faire, dit Hermione. Je veux verser un peu de soda par terre et voir s'il ne disparaît pas. As-tu quelques mouchoirs en papier dans ta bourse pour que je puisse éponger ça si ça ne marche pas? J'ai des serviettes, dit le garçon. Il avait toujours un air neutre. Hermione prit le soda et en versa un peu sur le sol. Quelques secondes plus tard, il disparut. « Eureka !» dit doucement Hermione. Ça aurait été contre nature de ne pas le dire. En fait, elle aurait voulu le crier, mais elle était un peu trop granger pour ça. Puis, elle fut frappée par une prise de conscience. « Bien sûr! C'est toi qui m'as donné ce soda. Ce n'est pas la robe qui est ensorcelée, c'est le soda depuis le début. » Le garçon se leva et s'inclina solennellement. Il avait un énorme sourire. « Dans ce cas, pourrais-je t'aider dans tes recherches, Hermione Granger ?» Hermione ressentait toujours l'effet de l'euphorie, mais elle ne savait pas quoi répondre à ça. Ils furent interrompus par un coup frappé à la porte avec faiblesse, timidité et même réticence. Le garçon se détourna et regarda par la fenêtre. Il dit « Je ne porte pas mon écharpe, tu veux bien t'en occuper ?» C'est à ce moment-là que Hermione comprit pourquoi le garçon qui avait survécu, Harry Potter, avait commencé à porter une écharpe sur sa tête, et elle se sentit un peu idiote de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. C'était en fait assez étrange. Elle aurait cru que Harry Potter était le genre de garçon qui se montrerait fièrement au monde entier, et l'idée lui vint qu'il pourrait peut-être être en réalité plus timide qu'il n'en avait l'air.
Lorsque Hermione ouvrit la porte, elle fut accueillie par un jeune garçon tremblant qui ressemblait exactement à la façon dont il avait toqué à la porte. « Excuse-moi, dit le garçon d'une petite voix. « Je m'appelle Neville Londubat. Je cherche mon crapaud. J'ai regardé dans tout le reste du wagon et je ne le trouve nulle part. Est-ce que tu l'aurais vu, un crapaud, par hasard ?»« Non, dit Hermione. Et c'est là que sa nature serviable s'alluma plein gaz. « As-tu regardé dans les autres compartiments ?»« Oui, murmura le garçon. »« Alors nous devrons vérifier les autres wagons, dit vivement Hermione. Je vais t'aider. Mon nom est Hermione Granger, au fait. » On aurait dit que le garçon allait s'évanouir de gratitude. « Attends, fit la voix de l'autre garçon, Harry Potter. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire. Sur ce, Neville sembla être au bord des larmes. Hermione pivota, énervée. Si Harry Potter était le genre de personne qui était prêt à abandonner un petit garçon juste parce qu'il n'aimait pas être interrompu... « Quoi ? Pourquoi pas ?»« Eh bien, dit Harry Potter, ça va prendre un moment de vérifier tout le train manuellement, et on pourrait quand même rater le crapaud. Si on ne le trouve pas d'ici à Poudlard, il aura des ennuis. Ce serait beaucoup plus intelligent d'aller directement à la voiture de tête, là où se trouvent les préfets, et de leur demander leur aide directement. C'est la première chose que j'ai faite quand je t'ai cherché, Hermione, bien qu'il n'ait pas su où te trouver. Mais peut-être qu'ils ont des sorts ou des objets magiques qui faciliteraient grandement la recherche du crapaud. Nous ne sommes qu'en première année. » Cette idée était effectivement beaucoup plus intelligente. « Penses-tu pouvoir te rendre seul à la voiture des préfets ?» demanda Harry Potter. « J'ai plusieurs raisons de ne pas vouloir trop montrer mon visage. » Neville s'étrangla soudain et fit un pas en arrière. « Je me souviens de cette voix. Tu es l'un des seigneurs du chaos, celui qui m'a donné des bonbons. » Quoi ? Harry Potter se détourna de la fenêtre et se leva dans un élan théâtral. « Jamais !» dit-il d'une voix pleine d'indignation. « Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui donnerait des bonbons à un enfant ?» Les yeux de Neville s'agrandirent. « Tu es Harry Potter ? Le Harry Potter ? Toi ?» « Non, juste un Harry Potter. Nous sommes 3 à bord de ce train. » Neville poussa un petit cri aigu et s'enfuit. Il eut un crépitement de bruit de pas frénétique, suivi d'un son de porte de wagon qui s'ouvrait et se refermait. Hermione se laissa tomber durement sur le banc. Harry Potter ferma la porte et s'assit à côté d'elle. « Pourrais-tu, s'il te plaît, m'expliquer ce qui se passe ?» dit Hermione d'une voix faible. Elle se demandait si traîner avec Harry Potter voulait dire qu'elle serait toujours autant déroutée. « Oh, ce qui s'est passé, c'est que Fred et George et moi avons vu ce pauvre petit garçon à la gare. La femme qui l'accompagnait était partie un moment. Il avait l'air vraiment effrayé, comme s'il était certain qu'il allait être attaqué par des mange-morts ou quelque chose comme ça. Il y a un dicton qui dit que la peur est souvent pire que l'objet de la peur. Donc, je me suis dit que c'était un type à qui ça pourrait être bénéfique de voir son pire cauchemar devenir réalité et se rendre compte que ce n'était pas si terrible en fin de compte. » Hermione resta assise, la bouche grande ouverte. « Fred et George connaissent un sort qui assombrit et floute les écharpes enroulées autour de nos visages, comme si nous étions des rois morts-vivants et que c'étaient nos linceuls. » Hermione n'aimait pas du tout la tournure que cette histoire prenait. « Donc, nous l'avons abordé, nous lui avons donné des bonbons, ceux que j'avais achetés, et puis on s'est dit « Donnons-lui de l'argent. Ha ha ha, voici des noises, mon garçon, prends une mornie d'argent !» en dansant tout autour de lui, en riant d'un air maléfique et tout ça. Je pense qu'il y avait quelques personnes dans la foule qui voulaient intervenir, mais l'apathie du témoin les a retenues juste assez longtemps pour qu'elles aient le temps de voir ce qu'on faisait. Ensuite, ils étaient bien trop confus pour faire quoi que ce soit. Il a fini par dire « Allez-vous-en » en chuchotant doucement. Et nous sommes partis tous les 3 en courant et en hurlant quelque chose à propos de la lumière qui nous brûlait. J'espère qu'il n'aura pas aussi peur de se faire malmener à l'avenir. Ça s'appelle la thérapie par désensibilisation, au fait. Bon, d'accord, elle ne s'attendait pas du tout à ce que l'histoire tourne de la sorte. Mais le feu de l'indignation brûlante était l'un des moteurs principaux de Hermione, et il s'éveilla en vrombissant, même si une part d'elle-même voyait bien ce qu'il avait essayé de faire. « C'est affreux! Tu es affreux, ce pauvre garçon! C'était vraiment méchant de votre part. Je pense que le mot que tu voulais utiliser est agréable, ou peut-être attentionné. Mais même comme ça, la question est mal posée. La vraie question est, cela a-t-il fait plus de bien que de mal, ou plus de mal que de bien? Si tu as le moindre argument en rapport avec cette question, je serai heureux de l'entendre, mais je n'accepterai aucune autre critique tant que celle-ci n'aura pas été réglée. Je suis tout à fait d'accord que ce que j'ai fait a l'air affreux, méchant, brutalisant, vu qu'un petit garçon effrayé est concerné et ainsi de suite. Mais ce n'est certainement pas le problème clé, non ?
Au fait, ça s'appelle le conséquentialisme, et ça signifie qu'un acte n'est ni bon ni mauvais parce qu'il a l'air bon ou mauvais, ou autre chose de ce genre. La seule question est celle du résultat final. Quelles sont les conséquences? Hermione ouvrit la bouche pour dire quelque chose de cinglant, mais il semblait malheureusement qu'elle avait négligé l'étape où elle cherchait quelque chose à dire avant d'ouvrir la bouche. Et tout ce qu'elle trouva fut « Et s'il a des cauchemars ?» Honnêtement, je ne pense pas qu'il avait besoin de notre aide pour avoir des cauchemars. Et s'il a des cauchemars à propos de ça, alors ce seront des cauchemars dans lesquels les monstres donnent du chocolat. Et ça, c'était notre but initial. Le cerveau de Hermione octait de confusion, à chaque fois qu'elle essayait de se mettre correctement en colère. Est-ce que ta vie est toujours aussi inhabituelle finit-elle par dire. Le visage de Harry Potter rayonna de fierté. Je rends ma vie inhabituelle. Tu observes le résultat de beaucoup de travail et d'huile de coude. Donc, dit Hermione, puis elle se tut avec maladresse. Donc, dit Harry Potter, quelle est l'étendue exacte de tes connaissances scientifiques? Je sais résoudre des équations, je connais un peu de théorie de la probabilité bayésienne et de la théorie de la décision. Beaucoup de sciences cognitives. J'ai lu le cours de physique de Feynman, enfin le premier volume, Jugement dans l'incertitude, heuristique et biais, le langage de la pensée, influence et manipulation, choix rationnel dans un monde incertain, et Gödel et Scherbach. Aussi un pas plus loin, et suivi un quiz et un contre-quiz qui dura pendant plusieurs minutes avant d'être interrompu par un autre coup timide frappé à la porte. Entrez, dirent-ils presque en même temps, et la porte glissa pour révéler Neville Londubat. Neville pleurait vraiment cette fois. J'ai été à la voiture des préfets, j'ai trouvé un préfet, mais il m'a dit que les préfets ne devaient pas être dérangés pour des peccadilles comme des crapauds perdus. Le survivant changea d'expression. Ses lèvres devinrent une ligne fine. Sa voix lorsqu'il parla était froide et sinistre. Quelles étaient ses couleurs? Vert et argent? Non, son badge était rouge et or. Rouge et or? S'écria Hermione. Mais ce sont les couleurs de Gryffondor? Harry Potter chiffla en entendant ça. Un son effrayant qui aurait pu provenir d'un serpent et qui fit tressaillir Neville et Hermione. Je suppose, cracha Harry Potter, que trouver le crapaud d'un quelconque première année n'est pas assez héroïque pour mériter un préfet de Gryffondor. Viens, Neville, je vais venir avec toi cette fois, et on verra si le survivant obtient plus d'attention. D'abord, nous trouverons un préfet qui sait jeter des sorts. Si ça ne marche pas, nous trouverons un préfet qui n'a pas peur de se salir les mains. Et si ça ne marche toujours pas, je commencerai à recruter parmi mes fans. Et si nous le devons, nous démonterons ce train boulon par boulon. Le survivant se leva, attrapa la main de Neville, et Hermione se rendit compte, dans un hoquet mental, qu'ils avaient presque la même taille. Pourtant, une partie d'elle-même insistait sur le fait que Harry Potter faisait au moins 30 centimètres de plus et Neville 15 de moins. Reste, ordonna Harry Potter, et il ferma la porte d'un geste décidé avant de s'en aller. Non, en fait, ce n'était pas à elle qu'il avait dit reste, c'était à sa malle. Elle aurait probablement dû aller avec eux, mais pendant un bref moment, Harry était devenu si effrayant qu'elle était plutôt contente de ne pas l'avoir suggéré. L'esprit d'Hermione était maintenant si embrouillé qu'elle ne pensait même pas pouvoir lire l'histoire de Poudlard. Elle avait l'impression qu'un rouleau compresseur lui était passé dessus et l'avait transformé en pancake. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle pensait ou de ce qu'elle ressentait, encore moins de pourquoi. Elle resta juste assise à la fenêtre et regarda le paysage défiler. Au moins, elle savait pourquoi elle se sentait un peu triste. Peut-être que Gryffondor n'était pas aussi merveilleux qu'elle le pensait finalement.